Prologue, la rumeur rapportait qu'elle les avait tous tués. Une femme, un enfant de 4 ans, des hommes retrouvés pendus au fil des années. De génération en génération, la parole s'était répandue, déformée, amplifiée. Jamais il n'y eut de preuves, ni la moindre certitude. On soupçonnait, voilà tout. On prétendait même que, la nuit, les esprits du passé venaient à nouveau l'habiter, que d'étranges lumières dansaient à l'étage. Des bulldozers avaient essayé de la détruire, disait-on, mais ils avaient à chaque fois subi de mystérieuses pannes. Toute tentative de l'arracher à ses terres, et ce depuis longtemps déjà, avait été vaine. La semaine précédente, Salima plaisantait devant un tel déferlement d'idiotie. La veille encore, elle n'y croyait pas. Mais là, face à cette maison de maître abandonnée, entre M et Roubaix, tu prends juste tes photos et on fiche le camp, ok? Contre la clôture de la propriété, Alexandre l'attrapa pour l'embrasser façon cours d'école. Tu commencerais pas à flipper, toi? C'est pas ça. Mais moins on traîne, mieux ce sera, tu connais ma mère. Ils escaladèrent un mur par le nord, en prenant appui sur de la ferraille et du bois déjà entassés par d'autres chasseurs de fantômes, et atterrirent parmi les orties et les buissons d'épines. Salima se redressa. Les cyprès agités par le vent se détachaient sur l'écran noir des ténèbres. Puis, juste derrière, la demeure figée, à la pierre froide, si froide. Les doigts de la jeune fille se crispèrent sur le blouson de son copain. Ils s'avancèrent et grimpèrent péniblement, jusqu'à l'une des rares fenêtres non murées de l'étage. L'intérieur. Des crissements de verre pilés sous leurs pas. L'adolescent alluma les torches. Des canettes, chuchota Salima, et des seringues. Je savais pas que les fantômes se shootaient. Ça casse un peu le mythe. Alexandre éclaira l'espace alentour. Un cube écœurant de tapisseries décollées, de cloisons vergetées d'humidité. Pas de meubles, pas de lit, juste un matelas mal en point, piqueté de taches d'urine. C'était la chambre du môme. C'est là que sa mère l'aurait retrouvé raide mort. Sous tes pompes, exactement. Ferme-la, merde. Pas besoin de savoir ça. En un clin d'œil, Alexandre coinça sa petite lampe entre ses dents et sortit son appareil photo numérique. Demain, je balance tout sur mon blog. Ils vont être verts au bahut. Suis-moi, on se fait d'abord le bas. Salima, beurette aux longues tresses travaillées, se raidit. Pourquoi? Y a pas besoin. Tout est muré, y a pas d'issue. Si on doit quoi? Je sais pas. Se tirer, par exemple. Merde. Il s'est quand même passé des choses zarbies ici. Le front relevé, Alexandre haussa les épaules. Reste ici, si tu veux, trouillarde. Moi, je descends. Elle se cramponna à lui. Faut toujours que t'aies le dernier mot. Sale con. Ils s'engagèrent dans l'escalier. Partout s'étalaient les teintes glacées de l'obscurité. L'imagination de la jeune fille se mit à galoper. Elle voyait des doigts osseux effleurer les siens, des profils évanescents se creuser d'ombre et de feu. Oui, la demeure respirait, son cœur palpitait, quelque part. Pour la première fois, Alexandre répondit à l'étreinte de sa petite amie avec la même intensité. À présent, il n'en menait pas large non plus du haut de ses 17 ans. Le sang allait-il suinter des murs et dégouliner aussi noir que le raisin comme on le prétendait? Non, non, impossible. Juste une légende urbaine. Ils débarquèrent dans un hall circulaire aux fenêtres condamnées, aux perspectives fuyantes. L'antre sentait le renfermer, le salpêtre, l'humidité d'une mauvaise cave. Sur le carrelage défoncé s'entassaient des sacs de plâtre, de l'enduit, des outils de chantier, truelles, pelles, burins, scies, pioches. Salima pressa son écharpe contre son nez. Soudain, dans sa tête, la brutale vision d'un crâne fracassé à coups de marteau. Devant elle, le crépitement d'une charge électrique, puis la violence blanche d'un flash. Alexandre tournait sur lui-même, le doigt sur le déclencheur numérique. Dans la succession des éclairs surgirent les morceaux d'un miroir brisé, des assiettes ébréchées, des bougies consumées disposées en pentacle. Alexandre se figea. Son assurance de jeune coq vola en éclats.
Face à lui, sur le sol, un récipient débordant d'un liquide rouge. Putain, il se pencha. On dirait un craquement dans une autre pièce, suivi de l'explosion d'un objet qui chute. Quelqu'un, ou quelque chose. Alexandre recula de 3 pas, ses pieds s'emmêlant avec ceux de sa copine. Scène de panique. Soudain, une caresse poisseuse refroidit sa nuque. La terreur le bâillonna. Il posa sa main sur son oreille. Ses doigts se teintèrent d'un film pourpre. Ça coulait du plafond. Vous avez chanté. Salima étouffa un cri puis tomba à la renverse contre la première marche de l'escalier. Alexandre lâcha sa lampe qui roula contre la cloison. Sa respiration s'accéléra. Il aida la jeune fille à se relever et, tandis qu'il fuyait, les jambes à leur cou, une ombre se déplia lentement et s'avança vers le centre du hall. Sous sa capuche noire, la silhouette ramassa la lampe abandonnée, puis orienta le faisceau vers le haut. L'œuvre touchait à sa fin. Le chaos mathématique contenu dans la perfection du cercle, l'œil de lumière, épousa un serpent d'inscriptions, nourri de centaines de chiffres. L'ensemble dévorait le moindre centimètre carré de plâtre. Une main gantée plongea son pinceau dans la bassine. Il fallait des chiffres, encore, et encore, jusqu'au sol. Scellait le destin d'une prochaine victime. Brusquement, alors que la matière visqueuse se répandait sur les murs, le visage sous la capuche se teinta d'un étrange reflet blanchâtre. La masse sombre paniqua et ajouta alors d'un geste précipité, avant de disparaître, « Si tu aimes l'air, tu redouteras ma rage. » La tempête des ténèbres. Chapitre 1. Un mois plus tard. Les essuie-glaces peinaient à évacuer les trombes d'eau qui se déversaient sur le pare-brise de la Mercedes. Au-dessus de l'habitacle, les arbres, secoués par une force monstrueuse, semblaient sur le point de se rompre. Alain se pencha sur le volant, le nez collé au tableau de bord. Il n'y voyait absolument rien. Se faire plumer au casino de Saint-Amand-les-Eaux pour, à présent, affronter la tempête du siècle. Malchanceux jusqu'au bout des ongles. Les derniers kilomètres avant Valenciennes risquèrent d'être pénibles. Il décéléra encore. Fichu météo. On prévoyait des pluies torrentielles accompagnées d'orages d'une rare intensité pour le reste de la semaine. En une fraction de seconde, son visage se creusa d'une affreuse grimace. Son pied écrasa la pédale de frein, les roues arrière se bloquèrent dans une éruption de gerbes liquides. L'avant de la voiture s'immobilisa à quelques centimètres à peine d'une énorme branche arrachée. D'autres débris, propulsés à une vitesse effroyable, déchirèrent le faisceau lumineux des phares. C'est pas vrai. Alain braqua et opéra rapidement une marche arrière. Il suffisait qu'un véhicule débarque, et boum! Un bruit sourd fit alors trembler la vitre passager. Alain sursauta. Il crut d'abord à un nouveau projectile venu percuter la voiture. Mais il ne s'agissait pas de cela, non, c'était des mains plaquées contre le carreau. Alain crispa ses doigts sur le caoutchouc du volant. Il perçut un visage dans l'obscurité. En proie à une folle panique, il enclencha la première. Déguerpir, le plus vite possible. Dehors, un cri se mêla aux lamentations de la nature. Là, droit devant, dans la lumière de ses phares, les mains sur les genoux, noire debout, une femme. Elle agitait la tête, le vent et la pluie lui fouettèrent le visage. À deviner l'épouvante dans son regard, à percevoir les soubresauts de sa poitrine, Alain comprit qu'elle le suppliait de l'arracher aux ténèbres. Elle surgissait du sous-bois en basket et en survêtement. Alain hésita à quitter sa protection de tôle. Et si on lui tendait un piège? La branche d'arbre en travers de l'asphalte, le lieu isolé, l'absence de témoins. Pourtant, il finit par déverrouiller sa portière et sortit, son blouson par-dessus la tête. Il se courba pour affronter les rafales. En 3 secondes à peine, il se retrouva complètement trempé. « Madame, vous... Où sommes-nous »
Dites-moi où nous sommes, hurla-t-elle haletante. L'eau s'engouffrait dans sa bouche. Elle frôlait la rupture physique. Pas loin de Valenciennes, mais... Valenciennes, qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui montra la paume de sa main, marquée de profondes entailles pleines de sang et de terre, avant de crier « C'est à Lille que vous devez me conduire, je vous en prie, conduisez-moi à Lille. » L'appel de l'urgence. Chapitre 2. Des coups sur la porte. Lucie Hennebel considéra sa montre. Presque 22h30. Qui pouvait bien frapper à une heure pareille? Elle se leva, attentive au sommeil des jumelles calées l'une contre l'autre dans la chaleur du canapé, ôta le verrou et ouvrit. En face d'elle, deux jeunes, trempés. Les étudiants des appartements du dessus, Jérôme et Anthony. « Madame, faut que vous veniez voir !» fit Jérôme complètement décoiffé. « On revenait du sombrero à 50 mètres d'ici. Une femme qui a l'air dans un sale état. Elle a voulu se relever, mais elle est morte de fatigue. Venez !» Lucie soupira. Les voisins la dérangeaient toujours à la moindre broutille. « Il faut appeler les pompiers, ou la police. »« Mais c'est vous la police. » La flic tira l'onde blonde de sa chevelure vers l'arrière et, tout en la nouant avec un élastique rouge, expliqua « Sauf que là, tu vois, je ne suis pas en service. Il y a un orage de folie, et je ne vais pas me pointer à chaque fois qu'il y a une scène de ménage ou un problème de voirie. Moi aussi, j'ai une vie après le boulot. C'est pas marqué Restos du Cœur sur ma porte, ok ?» Lucie voulut refermer, mais Jérôme bloqua le battant avec son pied. Un problème de voirie, cette malheureuse, elle a des traces de cordes sur les poignets, de la boue partout sur elle, et elle ne sait même pas quel jour on est. On dirait qu'elle n'a pas vu la lumière depuis des mois. Le lieutenant de police hésita. Flic H24. Obligation d'assister les personnes en danger. Elle se retourna, en proie au dilemme permanent de chaque mère. Que faire de ses chéris? Les laisser encore? Et sa promesse? Les nuits? Plus jamais. Trop tard pour contacter la nourrice. À 50 mètres d'ici, tu dis? Même pas, là, à côté. Constater, réclamer une équipe si nécessaire et revenir. Juste quelques minutes avant de retrouver ses petites. Elle détestait les abandonnés de la sorte. Les absences interminables, les planques destructrices. Fini tout ça. Bon, ok, l'un de vous veut bien rester ici et veiller sur mes filles. Anthony? Le jeune homme, d'une timidité de nonne, acquiesça sans ouvrir la bouche. C'était une gueule d'acné nourrie aux hamburgers et aux circuits électroniques, étudiant de dernière génération. Elle le savait en école d'ingénieur, le genre de type sérieux. Pas trop père, mais pas trop débile non plus pour surveiller deux gamines de 4 ans. Lucie se précipita vers son ordinateur, connecté à un site de rencontre, et éteignit l'écran. Puis, elle enfila son vieux caban, lassa ses Rangers au cuir usé et entassa des livres et des papiers dans un meuble d'angle. D'un rapide coup d'œil, elle vérifia l'état de la pièce. Tiroirs, portes de meubles, placards, fermés. Hormis les poupées et les jouets éparpillés sur le sol, tout était propre et rangé. S'il te plaît, ne touche à rien. N'oublie pas que je suis flic et que les flics ont du nez. Je peux avoir confiance? Anthony hocha la tête et s'étala dans un fauteuil face aux jumelles. Et merci quand même, ajouta-t-elle. Si un jour j'ai un PV à faire sauter... Sans plus attendre, Lucie se laissa emporter par le souffle de l'orage et la grandeur décadente d'une nuit de printemps. Réveil dans la peur. Chapitre 3.
La jeune femme était recroquevillée dans le hall de la résidence Saint-Michel, au cœur d'un quartier abritant un ensemble de grandes écoles lilloises. ISEN, ICAM, HEI. Des étudiants venaient de lui apporter une couverture et une tasse de chocolat chaud, à laquelle elle n'avait pas touché. Mine défaite et apeurée, cheveux noirs ébouriffés, survêtements trempés. Tout, dans ce hérissement fauve, ce repli sur soi, faisait penser à une bête traquée et terrorisée. En s'approchant, Lucie remarqua sur le champ les entailles de cordes au niveau de ses poignets, qu'elle tenait groupées contre sa poitrine. La flic secoua son parapluie et s'accroupit devant elle. « Vous ne craignez rien. Je suis de la police. » L'inconnu tenta de se relever, mais Lucie l'en empêcha en posant la main sur son épaule. « Vous semblez très éprouvée. Mieux vaut rester assise en attendant qu'on s'occupe de vous. » Elle souleva délicatement le bas du jogging. La femme grimaça. « Vous me faites mal. Pardonnez-moi. » Des marques de cordes également sur les chevilles, presque jusqu'au sang. Lucie se retourna. « Quelqu'un a appelé le 17 ?» Des hochements de tête négatifs pour toute réponse. « Je m'en charge », se proposa Jérôme, avant que la flic ait le temps de dégainer son portable. « Tu dis qu'on a un individu de sexe féminin, 30-35 ans, à amener aux UMJ. Au quoi ? Urgence médico-judiciaire. Éveillée et réactive, mais sans doute victime de sévices. Précise que le lieutenant Hennebel, DIPJ, est sur place. Dis-leur de se manier, ok ? Très bien, répliqua Jérôme, téléphone à l'oreille. La jeune femme s'agitait de plus en plus, ses doigts crispés sur la couverture. « Ma mère! Il faut prévenir ma mère. Marie Moinet. Elle s'appelle Marie Moinet. 282, boulevard du Maréchal Leclerc, à Caen. Oui, à Caen. Et puis mon frère aussi. Frédéric Moinet, impasse du Vacher, Vieux-Lille. S'il vous plaît. » Nous allons les prévenir, mais le plus important pour le moment, c'est vous. Comment vous appelez-vous? Manon. Manon Moinet. Nous sommes à Lille? Oui, Vous devez m'emmener chez moi. Même adresse que mon frère. Tout de suite. Je vous en supplie. J'ai besoin de mon appareil. Mon appareil. Quel appareil? Sans répondre, elle chercha à agripper Lucie, qui lui attrapa calmement les mains et sentit comme une plaie dans la paume gauche. Écoutez, Manon, je m'appelle Lucie Hennebel. Je suis lieutenant de police. Vous ne craignez plus rien et vous allez bientôt rentrer chez vous. Mais il va falloir vous rendre à l'hôpital pour qu'un médecin vous ausculte. C'est la procédure quand nous recueillons des personnes un peu désorientées. Vous comprenez? Oui. Je comprends parfaitement, mais... Ils arrivent dans moins de 10 minutes, intervint Jérôme. Ok, répondit Lucie. Maintenant, Manon, racontez-moi ce qu'il vous est arrivé. Lucie retourna la main de la jeune femme. Du sang séché. Elle regarda de plus près, la paume charcutée. Une inscription, PR de retour. Elle releva brusquement la tête et demanda « Qui vous a fait ça ?» Manon détourna les yeux avant de s'exclamer « Ma montre a disparu. Quel jour sommes-nous? Quel jour? Dites-moi. » Elle nous l'a déjà demandé il y a 5 minutes, dit l'un des étudiants. Lucie fit signe à l'attroupement de s'écarter et de la boucler. Nous sommes mardi, mais parlez plus calmement, d'accord? Mardi. D'accord. Février. 2007. C'est cela? Dites, c'est cela? Des chuchotements derrière elle. Lucie garda un air serein. Réflexe professionnel. Ne pas terroriser cette femme davantage. Nous sommes en avril. Fin avril? Oh mon Dieu! Avril. Déjà avril. Manon resta prostrée quelques instants, puis d'un geste éclair saisit son interlocutrice par le col de son caban.
Racontez-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je fiche ici? Qui sont ces gens? Pourquoi me regardent-ils? Dites-le-moi, s'il vous plaît. » Elle avait hurlé. Lucie se défit de l'étreinte et s'écarta légèrement. Cette femme sentait l'hôpital psychiatrique à plein nez. La flic reprit posément. « Des personnes vous ont vu errer le long du boulevard Vauban. Vous avez de la boue partout, jusque dans vos cheveux. Vous étiez très affaibli et ils vous ont recueilli, voilà quelques minutes. Vous ne vous souvenez pas ?» Manon jeta un œil inquiet sur le groupe des étudiants. Tous ces visages, il y a trop de monde. Des inconnus. « Madame, faites-les partir. » Lucie se retourna vers les badauds. « Ok, merci à tous pour votre soutien, c'était très gentil. Mais les secours vont arriver et il faut rentrer chez vous maintenant. Vous pouvez reprendre la tasse de chocolat et on laissera la couverture dans le coin là-bas. Jérôme, tu passes prévenir Anthony que je risque d'en avoir pour un moment. Qu'il veille bien sur mes filles. » Ça râla, ça murmura, sans bouger. Quand la carte tricolore surgit de la poche du caban, ça obéit. Une fois seule avec Lucie, Manon réclama « Il me faut un médecin s'il vous plaît. Je veux savoir, je dois savoir s'il ne m'a pas touché. Madame, un médecin, vite. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous rendre aux urgences. On va vous soigner, vous protéger, d'accord? Vous devez me prendre pour une débile. C'est sûr, mais comment vous expliquer? Cela défie toute logique. » Lucie s'approcha de nouveau très près de Manon et la caressa doucement dans le dos. « Si nous commencions par le commencement, une personne vous a retenu contre votre gré? C'est lui, c'est bien lui, j'en suis certaine. Qui est-ce, lui? Vous ne savez pas? Je ne vous l'ai pas encore dit? Si, forcément, vous savez. J'ai dû vous le dire. Non, pas encore. Je vous assure. » Pas encore. Pas encore. Comment ça? Pas encore. C'est le professeur. Le professeur. Quel professeur? Manon parut ne pas comprendre, devant l'évidence de l'allusion. Elle dévisagea Lucie avec mépris. Vous êtes de la police? Et vous me posez la question? Comment pouvez-vous ignorer cela? C'est impensable. Vous le connaissez forcément. Le professeur. Elle s'essuya le nez du bout de sa manche avant de regrouper ses jambes contre son torse. Il n'a jamais accordé la moindre chance à ses victimes. Jamais. Pourquoi m'aurait-il épargné? Ça ne correspond pas à son mode opératoire. Ça n'a aucun sens. Vous saisissez? Lucie inclina la tête. L'autre parlait de mode opératoire, un terme assez technique. Une flic? Le professeur. Vous voulez dire le tueur? Demanda Lucie. Manon considéra les incisions sur la paume de sa main. Ou alors, peut-être que je l'ai tué. Oui, j'ai réussi, je l'ai enfin retrouvé et je l'ai tué, de mes propres mains. C'est une possibilité. Oui, ce serait logique. Toutes ces années, elle bouillonnait. Ses tourments semblaient ruisseler juste sous sa peau, prêts à en crever la surface tendue. Lucie observa ses mimiques obsessionnelles, ses raideurs musculaires, ses contractions nerveuses. Quelles sombres horreurs avait subies cette femme? Le professeur, de retour, Lucie ne put s'empêcher de réprimer un frisson. Soudain, une porte claqua violemment derrière elle. Manon sursauta. Puis ses bras retombèrent mollement le long de son corps et elle se mit à regarder en détail le hall, les boîtes aux lettres, la couverture. Elle se redressa alors, fouilla dans ses poches et, prise de panique, demanda « Madame ?» Lucie, qui guettait l'arrivée des secours, répondit avec un temps de retard. « Oui. Qu'est-ce que je fiche ici? Et qui êtes-vous ?